Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du système de freinage. Euh, donc aujourd'hui, on s'intéresse au système de freinage et on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut l'améliorer et qu'est-ce que ça change des gros disques, des gros étriers et plein de pistons. Allez, c'est parti. Donc avant d'améliorer le système de freinage, il faut savoir comment il fonctionne. Donc le but d'un système de freinage, c'est de transformer l'énergie cinétique d'un solide en mouvement en chaleur. Et cette chaleur, il faudra la dissiper. Donc en fait, ça se présente comme ça. On a une voiture et on a l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Et puis quand on freine, on a des efforts de freinage qui partent des roues là et qui s'opposent à cette énergie. Ok. Donc les questions que l'on se pose. Est-ce que des disques plus grands, c'est mieux? Est-ce que des étriers multipistons, 2 pistons, 4 pistons, 6 pistons, c'est mieux? Donc pour répondre, on va d'abord s'intéresser au freinage. On va calculer les forces de freinage et à la fin, on essaiera de conclure sur est-ce que on peut mettre des disques ventilés plus grands, des étriers multipistons, etc. Ok, allez, allons-y. Donc on prend un exemple, une voiture de 1500 kg qui fait un freinage de 100 km/h à 0 km/h. L'énergie dissipée par le système de frein, c'est 1 demi de 1500 fois 100 sur 3,6. Donc là en fait on transforme les km/h en mètres par seconde et on obtient 578 000 joules. Donc ça c'est l'énergie qui est à dissiper. Alors, on regarde autre chose. J'ai été sur internet là et j'ai trouvé un test réalisé par Autobild, donc c'est un magazine allemand qui teste des pneus. Alors voilà, j'ai pris des pneus de 245 45 18, on verra pourquoi tout à l'heure. C'est des Michelin Pilot Sport 4, donc c'est des pneus très performants. Hein, et lors du test, ils ont fait un freinage de 100 km/h à 0 en 32,1 mètres. Ok, donc le pneu est très performant et la piste était aussi là sans doute très performante. À partir de là, on peut calculer une décélération. La décélération, la distance de freinage, c'est V au carré sur 2 gamma. Gamma, c'est l'accélération ou la décélération dans le cas. Donc gamma, c'est V2 sur 2D. Et on obtient une décélération de 12 mètres par seconde au carré. Ça veut dire quoi, 12 mètres par seconde au carré? Ça veut dire que chaque seconde, la vitesse diminue de 43 km/h. Donc la première seconde, on a diminué de 43. La deuxième seconde, on a diminué encore de 43, ce qui fait 86 km/h. Et voilà. Donc le temps de freinage, on l'obtient comme ça. T égale V sur gamma, 27,7 sur 12, 2,3 secondes. Donc cette voiture-là, elle passe de 100 km/h à 0 en 2,3 secondes avec une distance de 32 mètres. Ok. On calcule le coefficient d'adhérence maintenant. F, le coefficient d'adhérence du pneu sur la route, c'est gamma sur G. Donc c'est 12 sur, alors pas fois, mais divisé par 9,81. Et on a un coefficient d'adhérence de 1,22. J'ai marqué que c'est une valeur très élevée. On estime en général que le coefficient d'adhérence c'est plutôt 0,8, allez 0,9 quand la route est en état. Hein. Bon, là on est à 1,2, donc on peut considérer que c'est des très bons pneus. Alors en fait, vous allez voir dans notre calcul, ça va faire qu'on aura des chiffres un peu plus grands que si on avait une adhérence un peu plus faible. Ok. Voici la formule de la distance de freinage. D, la distance de freinage, c'est la vitesse au carré divisé par 2GF. Alors G, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est une constante, 9,81. Et F, c'est le coefficient d'adhérence. Donc cette formule, on peut en déduire quoi? Que la distance de freinage, elle est fonction de la vitesse au carré et du coefficient d'adhérence. Et c'est tout. Autrement dit, de la vitesse à laquelle je roule et des performances de mes pneus. Voilà. Rien d'autre. Donc la distance de freinage ne dépend que de la vitesse et de l'adhérence pneu-sol disponible. Elle ne dépend ni du poids, ni de la largeur des pneus, ni de la force sur la pédale, ni de tout ce que vous voulez. La distance de freinage ne dépend que de ça. Pour s'en convaincre, hein, il suffit de prendre un poids lourd. Hein. Le poids, il est très important, ça freine pas plus court. La largeur des pneus, elle est très large, ça freine pas plus court. La largeur des pneus, elle peut avoir une légère incidence, en fait,
sur l'adhérence, mais c'est quasiment pas vrai en fait. Hein. Ce qui fait l'adhérence, c'est la qualité de la gomme et rien d'autre. Bon, voilà. Donc la distance de freinage, ce n'est que la vitesse et le coefficient d'adhérence. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre tout ce qui suit. Alors revenons à l'énergie dissipée. L'énergie dissipée, c'est 1,5 de mv2, ok, donc ça c'est la force qui va entraîner le véhicule vers l'avant. Et puis la force qui va la retenir, c'est la force de freinage qui vaut F égale M gamma. Donc M, c'est la masse, encore une fois, et gamma, c'est la décélération qu'on a calculée tout à l'heure. Si on essaye de passer de l'énergie à la puissance, parce que c'est un concept qui est plus facile à manipuler ou à appréhender. Donc, quelle puissance de freinage pour arrêter ce véhicule? Eh bien, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Autrement dit, 578 703 joules divisé par 2,3 secondes, on a une puissance de 251 610 watts. Alors, cette puissance en watts, ça vous dit encore pas grand-chose. Si on convertit en chevaux, on divise par 736 et on obtient 340 chevaux. Voilà, la force de freinage, c'est 340 chevaux pour passer de 100 à 0. Hein. Donc c'est colossal. Le système de freinage, en fait, il produit une puissance colossale. Il faut un freinage d'une puissance de 341 chevaux pour freiner un véhicule de 1,5 tonne de 100 à 0. Ok. À 200 km/h, hein, on extrapole un peu, on aurait un temps de 4,6, une énergie de 2 millions, ok. Et ça veut dire il nous faudrait une puissance de 683 chevaux. Alors pourquoi je fais ce calcul? Ben, en fait, aujourd'hui, hein, des voitures de 1500 kg, il y en a à l'appel. J'ai pris l'exemple d'une C5, mais il y en a d'autres. Lancées à 200 km/h, toutes ces voitures de cette classe y vont à peu près. Ben, il faut un système de freinage qui développe une puissance de 680 chevaux. Voilà. Donc, autant en moteur, on aura 150 chevaux, autant en freinage, il faudra 680 chevaux pour avoir un freinage performant avec des pneus comme ça qui sont ultra performants. Hein. Bon, sans doute un peu moins en fait avec des pneus classiques, ou du moins moins performants. Puisque là, c'est quand même des pneus de route que j'ai pris, qui sont ultra performants, mais des pneus de route. Voilà, donc ça donne une idée en fait de la puissance que le système de freinage sur un véhicule peut développer. Ok. Alors, maintenant qu'on a la force de freinage nécessaire, on va essayer de calculer la force qu'il faut à la pédale. Et puis, au fur et à mesure du calcul, eh bien, on pourra en tirer quelques conclusions. Alors, on va d'abord prendre l'exemple de ma voiture. C'est une Alfa 159 qui fait 1500 kg environ et qui va environ à 200 km/h en pointe. Ok. Donc, on l'a dit, la force de freinage, c'est M gamma. Donc, 1500 multiplié par 12, on considère que j'ai chaussé ces pneus Michelin là. Voilà, et il nous faut une force de 18 000 newtons pour arrêter le véhicule dans ces conditions. Alors là, on fait un calcul, hein, gamma est égal à 12, c'est-à-dire on est à... Oui, qu'on soit à 100 ou à 200, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut la même force. 18 000 newtons, sachant que lors d'un freinage, il y a transfert de masse de l'arrière vers l'avant et qu'on considère que la répartition du freinage, qui est fonction des masses sur l'avant et de l'arrière et du centre de gravité, est de 70% à l'avant et 30% à l'arrière. Bon, alors ça c'est sur les tractions d'aujourd'hui avec le moteur qui est tout à l'avant, c'est à peu près vrai. Après, ça dépend si vous avez un centre de gravité très bas, si vous avez le moteur qui est plus central ou comme ça peut changer, mais sur les berlines, aujourd'hui, c'est quand même ça, un peu la vérité. Alors, l'effort de freinage sur l'essieu avant, c'est 18 000 x 70%, 12 600. Sur l'essieu arrière, 30%, 5 400. Ok. Donc ça, c'est sur l'essieu. Si on fait sur une seule roue, on est à 6 300 newtons. Devant et 2007 derrière. Allez, on s'intéresse à devant. Donc, on a dit qu'au contact pneu-sol, là, il faut un effort de freinage de 6 300 newtons. Ok. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est en fait la force qu'il va falloir mettre sur le disque là pour contrebalancer cet effort de freinage ici. Donc pour ça, on va calculer le couple de freinage, puis on redivisera par la distance du disque là pour avoir la force. Ok, le rayon de la roue, c'est une roue de 235 45 18, donc j'ai fait le calcul, ça fait un rayon de 33,8 cm.
jante 45-72, pourquoi jante 45-72? Ah oui, la jante fait 45-72, mais le rayon de la roue, voilà, c'est 33. Donc ça fait une roue de 66 cm de diamètre, 33 de rayon. Le rayon du disque, c'est des disques de 305 mm, donc on prend que le rayon, on est à 15,2 cm. Bon, en fait, ça, c'est le rayon qui serait au bord du disque. Hein. On va prendre un centre de plaquette à 13,2. Voilà, ici, très bien. Et on calcule donc le couple. Le couple de freinage à la roue, c'est la force au contact pneu-sol fois le rayon de la roue. Donc on est à 6300 fois 0,338, 2129 mN. Ok. Donc le couple ici, c'est 2129. Pour calculer la force qu'il va falloir appliquer sur le disque, à ce moment-là, c'est F égale C, le couple sur le rayon du disque, 2129 divisé par 0,132, on est à 16 128 newtons. Donc ça veut dire que la force ici, qu'il va falloir appliquer sur le disque, ce sera 16 128 newtons. Alors, on dit, c'est ici que l'on voit l'intérêt de disques plus grands. Hein. Plus le diamètre du disque augmente, moins l'effort à générer est grand. C'est-à-dire que ici, là, j'ai 0,132, mais si je divise par 0,142, 0,200, je ne sais pas, eh bien l'effort là diminue. Voilà. Hein, plus je divise par un grand nombre, et plus ça diminue. Donc des disques plus grands vont diminuer l'effort que je dois mettre sur le disque. Ok. On continue, on a l'effort sur le disque. Alors, on a ici l'effort sur le disque, en fait c'est celui-là, c'est FD. Hein, c'est l'effort qu'il faut appliquer sur le disque pour le freiner. Et FD, c'est FC, la force qu'on va appliquer sur la plaquette, fois le coefficient d'adhérence de ma plaquette sur le disque. Donc c'est l'effort tangent, le mouvement du disque, ok. Moi ce que je veux savoir là maintenant, c'est FC, donc FC sera FD sur F. 16 128, c'est l'effort FD qui s'oppose à la rotation du disque. Il y a deux plaquettes. L'effort à générer sur une plaquette est égal à FC égale FD sur coef. 16 128, je divise par 2 puisqu'on a dit il y a deux plaquettes. Divisé par 0,4, j'ai pris un coefficient d'adhérence de 0,4. Ça nous fait 20 160 newtons sur chaque plaquette. Alors, j'ai mis en kilos pour avoir une approximation. Il nous faut 2000 kg sur chaque plaquette, 2 tonnes. Alors le 0,4 là, c'est le coefficient d'adhérence des plaquettes, donc il ne vient pas de nulle part. Je vous ai mis ici des plaquettes un peu sportives là, hein, et où on voit le coefficient de friction ou d'adhérence de la plaquette en fonction de la température. Ok, et puis donc il y a plusieurs, il y a les plaquettes courses, les plaquettes route, etc. Bon voilà, en prenant 0,4, on est plutôt sur des plaquettes qui sont déjà bonnes, hein, voilà. Et on constate que le coefficient d'adhérence là il diminue avec la température. Ok. Donc on est à 20 160 newtons sur chaque plaquette. Continuons notre calcul. Alors, générer de l'effort, c'est jamais un problème avec un système hydraulique. Hein. Il faut que je génère 2000 kg d'effort derrière ma plaquette, mais j'ai un système hydraulique, donc ça je sais faire, il n'y a aucun problème. On va calculer ça. Les freins avant, ils ont un disque de 305 mm. L'étrier, c'est un étrier flottant qui a un diamètre de piston de 60 mm. Et le mètre cylindre, lui, il a un diamètre de 25,4 mm. Voilà, alors voilà comment ça s'organise. La surface du piston, donc là on va utiliser P égale F sur S. Hein. La force sur la surface, ça nous donne la pression. J'ai dit que sur ma plaquette, il fallait que je mette un effort de 2016 décanewtons. Je divise par la surface de mon piston, que j'ai calculé là, pi R2, 28,7, ok, et je trouve 71 bars. Ok. Ça, c'est la pression qu'il y aura dans tout le circuit hydraulique. Ok, dans mon mètre cylindre, j'aurai donc 71 bars. La surface du piston du mètre cylindre, elle est bien plus petite, hein, 27,506 cm². La force est P égale F sur S. La force est P égale... La force, c'est égal à P fois S. Ok, 71 bars fois 5,06. 359 décanewtons d'effort sur le mètre cylindre. Donc là, il me faut une force de 350 kg là, pour venir appuyer sur mon mètre cylindre. Ok. J'ai mis ici un petit aparté sur les étriers coulissants. Hein. La pression hydraulique s'applique de façon égale sur toutes les surfaces et dans toutes les directions. C'est-à-dire que la pression hydraulique que je mets dans mon étrier, là, elle s'applique sur mon piston, elle s'applique sur l'étrier ici, puis elle s'applique sur l'étrier là. Et quand elle s'applique sur l'étrier là, comme il est coulissant cet étrier, eh bien,
il vient coulisser là grâce à la pression qui est là. Donc en fait, la pression s'appuie et sur le piston dès qu'il est en contact et sur l'étrier dès qu'il est en contact ici, et on freine des deux côtés. C'est comme ça que ça marche. Il faut prendre en compte le diamètre du piston qui pousse une plaquette et la surface de l'alésage de l'étrier qui pousse l'autre plaquette. Cet étrier se comporte comme s'il y avait deux pistons, comme s'il y avait un piston là et un piston là. Sauf que on a en réalité qu'un seul piston et c'est le fond de l'étrier qui fait office de deuxième piston. Donc c'est un système économique qui marche très bien finalement puisque la plupart des voitures ont ça. Allez, on revient à notre calcul. Là, on a donc une force, il faut appliquer une force sur le mètre cylindre de 360 kg. Ok. Regardons comment on fait ça. Eh bien, pour nous aider, on a un Mastervac. Alors, le Mastervac, il a un diamètre de 10 pouces, soit 25,4 cm, une surface de 506,7 cm². Un Mastervac, ça marche avec la différence de pression. On a d'un côté la pression atmosphérique qui va pousser ce piston-là, dès lors qu'on aura une dépression ici. Et la dépression, bien sûr, c'est la dépression du moteur ou de la pompe à vide qui est variable. Bon, comme on n'a pas trop de valeur, moi j'ai pris une valeur de 650 millibars, ce qui est pas faramineux, hein, c'est sans doute que ça aspire plus que ça. Donc la pression atmosphérique c'est 1015 hectopascal, 0,15 bar, moins 0,650, je suis un peu loin du compte, hein, on est sans doute à des dépressions de 400 peut-être, bon, c'est pas grave. On a une différence de pression de 0,365, pareil, F égale P fois S, donc 0,365 de pression fois la surface de notre piston de Mastervac, 184 décanewtons. Autrement dit, notre Mastervac, lui, il va pouvoir fournir une force de 184 décanewtons. Donc il nous reste à générer une force de, il fallait 359 au début, le Mastervac fait 184, 175 décanewtons. 175 décanewtons, c'est encore 180 kg, bon, à la jambe, il faut les faire, hein. Mais il nous reste encore un élément, il nous reste la pédale. L'action de la pédale, c'est un bras de levier en fait, la pédale. J'appuie ici, je multiplie la force par tout le bras de levier, puis après, ce couple-là, il est divisé par ce bras de levier et il appuie sur mon Mastervac. Donc c'est petit L fois grand L égale petit f fois grand L égale grand F fois petit L. Petit f, c'est ce qu'on cherche, fois 11 égale 175. On a une force à la fin, donc là on a 350 divisé par 11, et on a une force à la fin de 31 décanewtons. Voilà, donc il faudra appuyer avec 31 kg d'effort sur la pédale par le conducteur. Donc 31 kg avec une jambe, à peu près tout le monde y arrive. Je vous rappelle que là c'est un freinage ultra d'urgence, hein, on freine au taquet comme des fous. Bon, voilà. 31 kg pour générer, je ne sais plus combien, une force colossale au début. Ok, on est arrivé au bout de notre calcul. Première conclusion de tout ça. Si j'appuie plus fort sur la pédale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les roues bloquent, en fait. Hein, puisque si j'appuie plus fort, je dépasse l'effort admissible par l'adhérence de mon pneu, la roue se bloque et je diminue pas ma distance de freinage, mais je l'augmente. Alors évidemment, ça avec les voitures modernes, c'est plus possible puisque l'ABS rentre en jeu. Et donc l'ABS, lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il enlève de la pression dans mon étrier de frein jusqu'à que la roue reprenne un peu de vitesse, puis il en remet, etc. Donc, si j'appuie plus fort sur ma pédale, je n'arrive pas à générer, enfin je génère plus d'efforts, mais je n'arrive pas à m'arrêter plus tôt. C'est pas possible. Si je monte des disques plus grands, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je monte des disques plus grands, on l'a dit tout à l'heure, je diminue l'effort nécessaire à la pédale, mais je ne freine pas plus fort. La voiture, la distance de freinage ne diminue pas. Hein, c'est le même principe. Soit avec des disques plus grands, je vais freiner moins fort, soit si je freine plus fort, l'ABS se met en route, et en tout cas, j'arrive pas à freiner plus court. Si je monte des plaquettes plus performantes, ben, c'est la même chose. Pour le même effort à la pédale, les roues bloquent, ou alors l'effort diminue. Mais dans tous les cas, ma distance de freinage n'a pas varié. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, la limite de ça, c'est l'adhérence pneu-sol. Une fois que je suis à la limite d'adhérence avec ma force, je peux bien augmenter ma force en augmentant le diamètre des disques, augmenter la force avec des plaquettes plus performantes, je bloque mes
mes roues, mais c'est tout ce que je fais. En aucun cas, je ne freinerai plus court. Voilà. Alors, évidemment, en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai besoin de freiner moins fort, d'appuyer moins fort sur la pédale. Dès que je mets des disques plus grands, dès que je mets des plaquettes plus performantes, eh bien, j'appuie moins fort. C'est ça ce qui se passe. Ok, on va comparer encore. Si je monte des étriers 4 pistons sur mon alpha de départ, hein, puisqu'il existe une alpha 159 en 2 litres 4, ok, qui a des étriers 4 pistons. Alors, sur l'alpha normal, c'est un diamètre de piston 42, on l'a dit. Et là, alors, surface d'appui monopiston, on l'a déjà calculé, c'est 28-27. Si, alors non, là, c'est les 4 pistons hein, qui sont de 42 mm. Surface d'appui, si on a un double piston, on a pi r carré x 2, puisqu'on a deux pistons. Ok, on a une surface de 27,70 cm². Donc en fait, on voit bien que, qu'on soit en monopiston ou en double piston, le constructeur n'a pas augmenté la surface des pistons. Donc on n'aura en fait aucun gain là-dessus. Alors on va voir à quoi ça sert, mais en l'occurrence, là pour l'instant, on pourrait dire que sur la force, ça ne sert à rien. Donc aucun gain. Mais par contre, cette voiture-là, la 2 litres 4, elle a des disques un petit peu plus grands, en 330. Ok, donc là, il y a un léger gain, sans doute, on freine moins fort. Alors, à quoi ça sert? Voilà, ça c'est la question. Maintenant qu'on a démontré que je peux pas freiner plus fort parce que c'est mes pneus qui limitent, et que je mets des disques plus grands, je ne pourrais pas freiner plus fort. Je mets des étriers plusieurs pistons, je ne pourrais pas freiner plus fort. L'idée, c'est de dire à quoi ça sert. Alors, les étriers multipistons, la première chose, diminution du diamètre du piston. Alors, si j'ai un monopiston, j'ai un diamètre comme ça, pour avoir la surface qu'il me faut. Si j'ai un double piston, j'ai des pistons plus petits. Du coup, le rayon moyen de mon disque, il va pouvoir augmenter avec des doubles pistons. Hein? Il faut savoir que quand même, ce qui contraint les disques sur une voiture, c'est souvent la jante d'origine. Le constructeur, il fait un choix de jante et il va mettre le disque le plus grand qu'il pourra là-dedans, ou inversement, hein, en fonction du disque qu'il a mis, il mettra une jante, voilà. Mais pour un constructeur, c'est toujours un choix délicat, parce que si je mets des disques plus grands, ils sont plus chers, il me faudra des jantes plus grandes qui sont plus chères, et des pneus plus grands qui sont plus chers. Comprenez bien que dans le constructeur, quand il vend, je sais pas quoi moi, 100 000 voitures par an, s'il met des jantes plus grandes, c'est peut-être 20 euros de plus la jante, mais c'est 20 euros x 4 jantes, x 100 000 voitures. Donc pour lui, c'est pas des économies tout ça, hein, même s'il se rattrape après. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'il se rattrape surtout. Bon, voilà. Bon, alors l'intérêt de mettre des multipistons, c'est qu'on va pouvoir augmenter le diamètre de disque en fait. Hein. Pour le même espace de jante, on pourra mettre un disque légèrement plus grand avec un rayon légèrement plus grand. Deuxièmement, les contraintes sur la plaquette sont mieux réparties en double piston qu'en simple. Alors, on aura moins de déformation de la plaquette parce qu'en fait, voilà, ça c'est en simple piston. Hein. On voit qu'effectivement, on aura des zones là où on va appuyer très très fort et la plaquette va se déformer. Et puis en double piston, on aura un truc beaucoup plus réparti. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le matériau qui est sur la plaquette, en fait, il est collé sur la plaquette. Hein. C'est un agglomérat de matériaux qui est collé. Et plus je lui appuie dessus, et plus j'ai tendance à le comprimer et à faire, comment on va dire, désagréger un peu la colle. Donc ici, j'appuie moins fort, je répartis mieux les contraintes qu'ici. Donc c'est plutôt favorable. Les étriers multipistons permettent également de mettre des plaquettes individuelles pour chaque piston ou des plaquettes plus grandes qui pourront mieux dissiper la chaleur. Alors par exemple, il y a des constructeurs qui font des petites plaquettes sur chaque piston. Hein, donc ça c'est mieux. Ça permet de ne pas avoir à mettre des rainures là au milieu des plaquettes. Ça s'auto-nettoie mieux. Les plaquettes sont moins grandes, donc elles engagent moins avec la rotation du disque, etc. Des choses comme ça. Donc il y a un intérêt, mais qui est jamais de freiner plus fort. En tout cas. À quoi servent des disques plus grands? Alors, on va ici dire vraiment à quoi servent des grands disques. Et plus ils sont grands, et mieux c'est. Donc les disques de frein sont des convertisseurs d'énergie cinétique en chaleur.
pour calculer la température d'un disque, on a cette formule, la température, c'est l'énergie à dissiper sur la masse du disque fois la capacité thermique du matériau. Alors, l'énergie à dissiper, ok, la masse, et la capacité thermique du matériau, et on va comprendre là pourquoi on fait des disques en fonte et pas en acier. Pour les calculs, on reprend notre exemple d'énergie à 578 000. Les disques de frein sont en fonte sur nos voitures, alors, sauf les disques en carbone, bien sûr, et évidemment, les disques en carbone, leur qualité, c'est une capacité thermique qui augmente avec la chaleur et qui est bien meilleure. Alors, j'ai dit la fonte et l'acier. En fait, la fonte et l'acier, elles ont quasiment la même capacité thermique. Alors, peut-être des aciers spéciaux, ils seront peut-être un petit peu mieux en capacité thermique, mais guère mieux. Voilà, donc pour une capacité thermique identique, ben, la fonte c'est bien moins cher. Donc on ne s'embête pas avec l'acier. J'ai rempli mon exemple de voiture, disque avant diamètre 305, alors les deux disques ça fait 15 kg, et à l'arrière 4,8 kg les deux disques. On a un poids total de disque de 20 kg. La capacité thermique de la fonte c'est 500 joules par kilo par degré Kelvin. On peut donc calculer la différence de température. 578 000, vous vous rappelez, c'était l'énergie pour passer de 100 km/h à 0. Donc 20 kg x 500, que divise ça? On a 57 degrés Kelvin. Si on a fait un freinage à 20 degrés, on a des disques qui vont arriver à une température de 77 degrés. Voilà. Alors, dans le calcul, là, la température est un peu faible peut-être, mais les disques sont dimensionnés en fait pour 200 km/h. Quand on fait du freinage, si on fait du freinage à 30 à l'heure, en fait, ils chauffent extrêmement peu mes disques, parce qu'ils sont grands, ils sont ventilés, ils sont lourds, et ils sont faits pour freiner à 200 km/h, au maximum des capacités de la voiture. Reprenons la même chose, mais à 200 km/h. Delta T, alors je refais l'énergie cinétique, 1,2500 x 200 km/h divisé par 3,6 au carré. Ok, donc ça c'est l'énergie cinétique. On a le même poids de disque, 20,1, et on a la même capacité thermique, 500. Et là on obtient donc 250 degrés Celsius. Voilà. Donc à 100 km/h, mes disques ont pris 60, ils ont pris 57 degrés, et là 230. Très bien, donc tout ceci est un calcul un peu approché, on a simplifié parce que normalement dans l'énergie cinétique, là dans notre calcul, il manque l'inertie des masses tournantes, c'est-à-dire les roues, les cardans, etc. Tout ça. Bon, normalement, enfin quand on dimensionne les freins, on les prend en compte. Là, on a déjà une bonne approche. Alors, regardons, alors en fait, on s'aperçoit que les disques de frein, ils suffisent amplement à freiner notre véhicule, des disques de frein d'origine. À 200, on prend 230 degrés, c'est pas si énorme que ça. Mais quel est le vrai problème? Eh bien, le vrai problème, c'est ça. Ce qui est problématique, c'est pas un freinage à 200 km/h, mais une succession de freinages qui élève la température. Alors voilà comment ça se passe. On freine pendant un temps assez court, la température monte, puis elle descend, les disques dissipent la chaleur petit à petit. Puis si je refreine derrière, alors j'élève la température un peu plus, puis la température descend, et si je freine encore, la température s'élève encore. C'est donc ça, en fait, le vrai problème. Alors, il y a par exemple des tests qui ont été faits ici, on voit sur cette courbe, 14 freinages consécutifs, en rouge 100 temps de repos, et en 2 minutes on atteint 1100 degrés, et 14 freinages avec repos entre chaque, et on obtient 550 degrés. Voilà. Donc c'est bien ça le problème, c'est pas freiner une fois à 200 km/h pour s'arrêter qui est le problème c'est vraiment les successions de freinage. Donc on voit nettement que d'ailleurs si on freine pas, si on laisse le temps au disque de dissiper un peu la chaleur, on est 2 fois moins élevé en température. Donc les freins doivent évacuer la chaleur. Avantage des disques ventilés, bien sûr, évidemment, un disque ventilé. Alors je vous ai mis plusieurs types de ventilation. Là, il y aura un effet un peu de rotor, de ventilateur. Voilà. On a l'air qui rentre par l'intérieur et qui s'évacue par l'extérieur, bien sûr. Donc des disques le plus grand possible, le plus lourd possible et le plus ventilé possible. Donc soigner l'aéro autour des disques, amener de l'air. Alors
c'est en fait ça, c'est ce qui manque souvent sur les voitures de tourisme de tous les jours, hein, c'est amener de l'air autour des freins. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup fait sur les voitures de tourisme, alors que sur les voitures de circuit, c'est évidemment ça qu'on va soigner un peu. Alors maintenant, on peut se poser quelle est la qualité que doit avoir un disque. Donc son poids, plus il est lourd, mieux c'est, on a vu, hein, plus sa masse est importante et plus il pourra dissiper de chaleur. Oui, mais bien sûr, c'est une masse tournante, donc plus c'est lourd, et moins c'est avantageux. Hein. En plus, c'est une masse non suspendue, le disque. Ça veut dire que sur chaque bosse, ça prend de l'accélération et ça fait travailler les suspensions plus. Donc voilà, moins c'est lourd, mieux c'est, mais plus c'est lourd, mieux c'est. Donc en fait, plus c'est lourd, mieux c'est pour le freinage, mais c'est moins bien pour la tenue de route. Sa surface de contact, donc son diamètre, plus c'est grand, mieux c'est, meilleur échange, mais il faut de la place dans la jante, et puis on a un problème éventuellement de rigidité. Vous voyez là, avec les fortes températures, on a des phénomènes de déformation comme ça. Hein. Alors les disques rainurés, comme ici, là, en fait la rainure, là, ce qu'elle permet, c'est briser la couche gazeuse à haute température. Quand on est à haute température, les plaquettes, il y a une couche de gaz qui se forme entre la plaquette et le disque, et cette rainure, elle va permettre d'empêcher ça un peu. Percer, ça permet un meilleur refroidissement, et c'est des disques auto-nettoyants, mais ça fragilise pas mal le disque en fait. Hein. Voilà. Et après, matériaux, alors la fonte c'est aussi bien que l'acier et c'est moins cher, je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Qualité des plaquettes. Alors la garniture, je l'ai dit aussi, elle est collée sur la plaquette qui est en métal. Donc ce qu'il faut, c'est un coefficient de frottement le plus stable possible. Mais ce coefficient de frottement, il varie avec la température qu'on observe ici. Hein, donc plus la température augmente et plus le coefficient diminue. Le coefficient de frottement, il diminue aussi avec la vitesse du disque, hein, la vitesse du disque par rapport à la plaquette, autrement dit la vitesse du véhicule. Hein. Plus ma roue tourne vite et moins j'ai de coefficient d'adhérence. Et puis, le coefficient d'adhérence, il diminue aussi avec la pression qu'on applique à la plaquette. Voilà. Donc là, on revient sur les doubles et simples pistons. Si j'ai un simple piston, et bien forcément, il faut que j'appuie plus fort avec ce piston. Il faut que j'appuie plus fort avec ce piston, et donc on a un coefficient qui peut baisser un peu. Voilà. Et enfin, je vous ai mis ici la qualité du liquide de frein. La qualité du liquide de frein, où on voit que quand la température augmente, alors évidemment la température du disque, elle va se transmettre à la plaquette, qui va se transmettre au piston d'étrier, et qui va se transmettre au liquide de frein. Hein. Et donc on a sur cette courbe là les températures, alors le point d'ébullition en fonction de la norme du liquide de frein, hein, une DOT 3 il bout à 240 degrés, un DOT 4 à 260 un petit peu plus, et un DOT 5 à 270-280 degrés. Voilà. Mais ce point d'ébullition il n'est pas fixe bien sûr, puisque le liquide de frein c'est un liquide qui est hydromorphe, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, et il se charge d'eau. Et plus sa teneur en eau augmente, hein, vous voyez ici en pourcentage, plus il va bouillir à un point faible. C'est-à-dire qu'avec 1%, si on prend le DOT 5, là, hein, on n'est plus à 270, mais on est à 230. Puis à 2%, on est à 200, etc., etc. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'utilité de changer son liquide de frein assez régulièrement, tous les 2 ans, je crois que c'est préconisé. Bon. Et c'est évidemment une bonne idée, parce que sinon, on a, alors, quand on a de l'eau, évidemment, hein, si cette eau se met à bouillir, elle devient vapeur, et alors donc, à ce moment-là, on a une pédale spongieuse qui va au fond, puisque la vapeur, elle va être compressible, alors que le liquide de frein ne l'était pas. Et donc, on va avoir une pédale spongieuse, voire qui va au fond. Très bien. Donc ces problèmes, on les trouve, voilà, j'ai mis problème d'un système de freinage. Et bien, hormis en montagne, quand on descend un col, là on a des problèmes parce que la température augmente,
et l'efficacité de la plaquette diminue ou la température du liquide est dépassée. Voilà. Donc là, on peut avoir des problèmes. Effectivement, les problèmes qu'on rencontre sur la route en tant que particulier, c'est évidemment en montagne quand on descend un col. C'est là qu'on peut avoir des problèmes. Et on peut même avoir des freins qui s'évanouissent complètement parce qu'ils ont trop chauffé. Je vous renvoie au petit diagramme qu'il y avait tout à l'heure, quand on ne laisse pas refroidir les freins. Hein. Donc à montagne, c'est évidemment frein moteur, et puis on freine fort et on laisse le temps au système d'évacuer la chaleur. Voilà. Mais sinon, en usage courant, hormis ce cas-là, il n'y a pas de problème. Les freins des voitures sont suffisamment bien dimensionnés puisqu'ils sont prévus pour arrêter le véhicule à sa vitesse max, et on est très rarement à sa vitesse max. Par contre, là où ça change, c'est si on a des sollicitations importantes. Par exemple, si on fait du circuit, si on fait du rallye. Alors là, évidemment, on utilise les freins de façon beaucoup plus importante. Hein, et on ne laisse pas le temps aux freins de dissiper trop de chaleur. Donc c'est là que l'intérêt des freins plus grands avec des étriers multipistons va être important. Alors évidemment, ce sera plus lourd, mais par contre, des freins plus grands, des étriers multipistons, on va beaucoup mieux dissiper la chaleur. À chaque virage, je freine, je diminue grandement ma vitesse, et quand je réaccélère, là, ça dissipe de la chaleur. On aura une meilleure, il faudra veiller à ce qu'il y ait une meilleure évacuation de la chaleur, hein, donc surface plus grande, meilleure dissipation de chaleur sur plusieurs pistons, disques rainurés pour travail à haute température. Et puis on soignera l'aéro autour des freins, hein, on mettra des manchons, tout ce qui permet d'amener de l'air sur les freins, ce sera bénéfique pour une utilisation en circuit. Et puis enfin, le mieux du mieux quand même, si on veut augmenter les capacités de freinage d'un véhicule, c'est diminuer son poids, hein, évidemment. Si je diminue le poids du véhicule, j'ai besoin de moins dissiper d'énergie, j'ai besoin de freins moins gros, moins lourds, c'est favorable à la tenue de route et c'est favorable à l'accélération, voilà. Donc, en fait, le poids, c'est l'ennemi, on le sait bien, plus on diminue le poids, et mieux c'est, y compris pour un système de freinage. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le système de freinage, il est largement dimensionné pour une voiture de série, hein, on en a largement assez, et si on doit changer notre système de freinage, mettre des freins plus gros, des étriers multipistons, etc., c'est évidemment pas pour un usage routier, parce que vraiment, là, même si vous attaquez fort, vous n'arrivez jamais au bout des freins, c'est toujours pour une utilisation circuit ou rallye, où là, effectivement, sur un circuit, je ne sais pas, il y a 14 virages, ça dure 2 minutes, et en 2 minutes, 14 fois vous freinez, 14 fois il faut évacuer la chaleur. Donc c'est évidemment là qu'il y a un réel gain en mettant des disques plus gros, des étriers multipistons, etc. Sur la route, ça n'a aucun intérêt. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.